Avant de passer la parole à Elena pour présenter notre conférencière de ce soir, j'aimerais vous donner quelques informations utiles pour cette soirée. Tout d'abord, j'aimerais vous avertir que cette soirée est enregistrée. Donc, pour ceux ou celles qui souhaiteraient ne pas être filmés, merci de désactiver votre caméra. Nous n'avons pas d'autres moyens. Deuxième chose, durant la soirée, vous aurez la possibilité de poser, pour ceux qui ne savent pas, vous aurez la possibilité de poser des questions à la conférencière à travers le chat. Donc, vous avez un moyen ici de donner vos commentaires, de poser vos questions et Gil se fera un plaisir de les transmettre en fin de séance durant la partie questions-réponses. Enfin, dernier point, c'est j'aimerais rappeler que pour ceux qui désirent avoir une attestation de la soirée en vue d'obtenir des PDU, qu'un lien sera envoyé incessamment sous peu par notre chère secrétaire, donc Kate, qui vous permettra, donc le lien vous permettra de vous inscrire, vous cliquez dedans, vous vous inscrivez et vous aurez l'attestation dans les 48 heures. Voilà les informations. Je passe la parole à Elena pour présenter la conférence. À toi, Elena. Bonsoir à tous. Alors, nous avons le plaisir ce soir d'avoir à nos côtés Michel Lompré. Donc, Michel qui est spécialiste des changements transformationnels et culturels, de la gestion de projet, du développement des talents, de l'éducation, avec plus de 30 ans d'expérience dans des environnements multiculturels et multidisciplinaires à travers le monde. Donc, experte en transformation, passer de la vision et des idées en action et développement stratégique spécifique, et également experte dans l'intégration de changements organisationnels qui sont nécessaires pour relever ces défis. Une autre information intéressante concernant Michel, elle a la double nationalité, donc suisse, et pour la deuxième nationalité, je vais vous laisser deviner, donc ça ne sera pas trop difficile, je pense. Et ce soir, Michel va nous parler du sujet suivant, donc renforcer la résilience organisationnelle et individuelle. Donc, quand on parle de résilience, on parle de capacité d'une organisation d'anticiper, de préparer, de réagir et s'adapter à différents changements afin de survivre et de prospérer. Je laisserai Michel approfondir ce sujet. Mais rentrons directement dans le vif du sujet et Michel vous propose un sondage. Donc, vous allez avoir un sondage qui va apparaître et la première question est la suivante. Quels sont les principaux blocages des changements transformationnels ? Donc, on va vous laisser maintenant répondre à ces différentes questions et je laisse la main à Michel. J'aimerais juste, si vous permettez, préciser que ce questionnaire, il est anonyme. Donc, personne ne sait qui répond quoi. Exact. Merci beaucoup, Elena. Merci, Elena. Merci, Dani. Merci toute l'équipe de SMP pour m'accueillir pour ce webinaire. Et merci à vous tous d'être présents, de vous inscrire et d'être, voilà, non seulement vous inscrire, mais d'être présents à cette présentation. Donc, on regarde un peu les résultats du sondage. Entre-temps, je vous laisserai deviner mon doux mélange que j'appelle sur mes multiples accents. Voilà. Alors, pendant que vous répondez, donc, justement, on va discuter ce soir de la résilience dans les organisations et la résilience individuelle. Et ce qu'on va voir, c'est que cette construction de la résilience, c'est quelque chose qui se construit. Ce n'est pas quelque chose qu'on hérite, on est résilient ou on ne l'est pas. C'est quelque chose qui se construit. Et dans les organisations, on doit réaliser que c'est une responsabilité partagée entre l'organisation et les individus à développer cette résilience et à faire face aux changements continus auxquels on est confronté
pas seulement en temps de crise, mais je pense qu'aujourd'hui, on est confronté à une continuité de changements qui surviennent, soit parfois des changements qui nous sont imposés, mais parfois aussi des changements dans l'entreprise parce qu'il y a eu des changements dans l'écosystème de notre environnement et que nous devons aussi évoluer et implanter des changements dans l'organisation pour répondre à nos visions stratégiques. Donc, cette construction de résilience est vraiment une responsabilité partagée. Actuellement, justement, donc, quels sont par contre les blocages qui disons, qui poussent les organisations, qui résistent aux organisations? Quels sont ces blocages qui font que certaines organisations, et il n'y en a pas énorme, certaines organisations ont un bon niveau de résilience, incluant leur personnel, et d'autres qui l'ont moins. Et on va... Les résultats actuellement, qu'est-ce qu'on a rapidement? Si on peut lire, je ne sais pas si... qu'est-ce qu'on a comme les trois? On a manque de compréhension de la stratégie. En premier, selon vos réponses, vous dites mauvaise communication en deuxième. Et en troisième, on a peur de l'inconnu. Voilà. Donc, on peut arrêter le... Voilà. Oups. OK. Donc, selon les sondages, ce que nous avons vu, les blocages dans l'organisation, c'est, première chose, c'est le manque de compétences et le manque de connaissances par rapport à la résilience. C'est quoi la résilience? Donc, pour survivre et comment le mettre en place pour pouvoir survivre. Donc, la première chose, c'est le manque de compétences. La deuxième, c'est l'engagement des leaders et des exécutifs qui est insuffisant. Donc, on en parle, c'est là, c'est présent, mais il n'y a pas vraiment un vrai engagement des leaders dans ce développement organisationnel pour mettre en place la résilience dans l'entreprise. Le troisième élément, c'est qu'on a souvent des visions financières à très court terme. Ce qui fait qu'on dit, bon, on va commencer un programme, on va commencer à développer des choses, c'est du court terme, et après ça, on change, on met d'autres choses en place, d'autres préférences. Et vraiment, le développement de la résilience, ça prend une feuille de route, c'est quelque chose qui se développe sur le long terme en continu. On va parler, et donc, sur le troisième, c'est de développer cette culture. Donc, souvent dans les organisations, c'est qu'on travaille en silo et on a des cultures de résistance. Donc, c'est aussi un élément sur lequel on doit travailler, c'est au niveau de l'environnement culturel de l'organisation. Donc, les individus et les organisations qui sont résilientes ont souvent des employés qui sont engagés et qui ont des relations de très long terme. Et c'est comme ça qu'on peut arriver à construire cette résilience dans l'entreprise. Donc, les individus actuellement, selon des études, on a certains résultats d'études ici. L'Organisation mondiale de la santé, en 2014, a fait une étude. Il y a 1 personne sur 4 qui voit leur emploi comme étant le premier stresseur pour eux. Et dans la même étude, les employés qui sont dans des problématiques, c'est 82,6%, ce sont des cas de stress émotionnel. D'accord.
Et puis, quel est le rôle de la... Donc, Maxime qui demande quel est le rôle de la business intelligence dans vos piliers de la résistance organisationnelle? Le rôle de, La business intelligence. OK, qu'il définit comme, Oh, c'est l'analyse des données de l'entreprise. oui, donc les dates, C'est donc, data analytics. voilà, voilà. Donc, on a le data analytics et je veux dire, c'est cette capacité que doit mettre en place dans les organisations pour pouvoir justement être en mesure de cette intelligence des affaires, donc business intelligence, justement, pour pouvoir faire ces analyses. Donc, on doit mettre en place aussi des processus pour le faire. Ouais. D'accord. Alors, Dani qui demande, est-il possible d'avoir un exemple concret par rapport au Covid? Rebelli qui dit, ne croyez-vous pas que certaines organisations gèrent la résilience de leurs employés par les licenciements d'autres employés? Difficile aux employés survivants de ne pas s'adapter et d'être résilients. Quelle réponse apporter à ceux qui restent? Ouais. Ben, voilà. Il ou elle ajoute, merci à vous, désolé pour la question, mais qui a tout son sens en ce moment. Ouais, 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 effectivement, effectivement. Quand on parle d'environnement sécuritaire et donc sécurité émotionnelle, psychologique et tout ça, je pense que dans des situations de crise, donc naturellement, il y aura des organisations qui devront se départir de certains employés. Ça arrive. C'est une réalité, mais c'est de la façon de gérer, premièrement, cette séparation. Comment est gérée cette séparation? Est-ce qu'on considère l'humain? Est-ce qu'on a respecté l'humain? Est-ce qu'il y a une approche aussi d'écoute? Et après ça, pour ceux qui restent, c'est de créer aussi cette possibilité d'écoute, de discussion et de partage pour pouvoir échanger et créer un environnement où on se sent en sécurité. Et c'est juste, on va voir des gens partir. Maintenant, comment ils ont été traités, ces gens? Ça va faire un grand impact par rapport à ceux qui restent. De la façon qu'on a traité ces départs. OK. Tessa